Et ce festival, il a pour but de rassembler la communauté. Donc, comme aujourd'hui, en fait, de ce que je vois, il y a les étudiants d'Enactus, l'équipe d'Enactus France, des partenaires, des conseillers pédagogiques, et puis notre écosystème au sens large de l'économie sociale et solidaire. Donc, bienvenue à tous. Ce festival, il a vraiment pour objectif de tous nous rassembler et de célébrer le travail que vous avez accompli, vous, étudiants, pendant 1 an, puisque vous avez mené de front des projets d'entrepreneuriat social, et c'est cela qu'on veut valoriser grâce à ce festival. Et puis, c'est aussi pour nous un moment important pour continuer à s'inspirer et à s'engager sur des thématiques de société, puisque vous vous êtes engagé au travers de votre projet, mais c'est aussi le rôle d'Enactus de vous présenter des belles initiatives et des belles solutions, des parcours d'entrepreneurs pour continuer à vous inspirer, à faire en sorte que vous continuez votre engagement par la suite. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, ce festival, il est 100% digital. Donc, je l'ai vu avec l'équipe d'Enactus France, avec toutes les parties prenantes. J'ai l'impression qu'on est un peu dispersés, qu'on a chacun nos univers. Et du coup, je vous propose dans le chat de nous expliquer là où vous êtes. Vous êtes peut-être dans votre lit, hein, il est 11h, mais bon, peut-être qu'il y en a qui font encore la grasse mat ce lundi. Est-ce que vous êtes dans votre salon, sur votre balcon? Dans quelle région vous êtes? Est-ce que vous êtes aussi à l'étranger, en ville, à la campagne? Donc, partagez-nous un petit peu ça dans le chat. On a hâte de découvrir là où vous êtes. Et puis, je voulais aussi vous présenter quelques principes pour cette heure qu'on va passer ensemble. Très simple, mais bon, néanmoins très utile. On vous invite à laisser votre caméra pour tout simplement humaniser quand même cette session, mais à éteindre vos micros pour qu'on puisse entendre bien notre intervenante de choc qui est là aujourd'hui, et puis que ça soit vraiment bien, bien audible. Puis, cette session, en fait, on va l'enregistrer et on va la rediffuser ensuite sur YouTube et via nos outils de communication. Et donc, je me devais de vous informer de cet enregistrement. Et puis surtout, cette session, elle est faite pour vous. Ça veut dire que Julie, que je vais vous présenter tout à l'heure, elle vient nous donner 1 heure de son temps et elle est là pour vous, pour échanger avec vous, pour répondre à vos questions. Et donc, n'hésitez pas à demander ce que vous souhaitez. Le chat est fait pour ça et donc, vous pouvez y poser toutes vos questions. Moi, en fait, je vais poser les questions que moi, j'ai préparées à Julie, mais ce que j'aimerais surtout, c'est présenter vos questions à vous. Et le rôle d'Oumaïma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est de les recueillir et de lui poser. Donc, désolée si on n'a pas le temps de poser toutes vos questions, mais en tout cas, c'est quand même le but d'échanger un maximum et de faire en sorte que ça soit interactif. Alors, je vois qu'il y en a qui sont effectivement dans les 4 coins de la France. Et ben, c'est chouette parce que ça représente vraiment la diversité d'Enactus et je m'y attendais et donc ça se confirme. Moi, personnellement, je suis à Lille. Alors, je voulais vous présenter Julie Chapon qui a cofondé Yuka, avec qui on a vraiment la chance de participer, qui a accepté de participer à cette session. Mais Julie, avant ça, en fait, on va pouvoir enlever la slide et te voir en vrai. Julie, du coup, oui, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Je me rends compte que j'ai le même pull que sur la photo, c'est un peu... Je ne me change pas trop. Quel fashion copain. Non, Julie, merci beaucoup de nous accorder cette heure. Je suis très, très contente de t'accueillir. Puisque je connais bien la solution que tu portes et voilà, c'est un honneur pour moi d'animer cette session avec toi. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là et merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à toi. Du coup, je t'invite à te présenter en quelques mots, mais surtout ton parcours et ton histoire, c'est ça qui nous intéressait dans un premier temps. Donc, je m'appelle Julie, j'ai 32 ans. Mon parcours et mon histoire, donc en gros, moi j'ai fait un parcours prépa école de commerce. Pourquoi? Parce que j'étais plutôt une bonne élève et que quand on est une bonne élève, on n'a pas trop le choix en fait. On nous dirige un peu automatiquement vers ce type de filière.
Et donc, je me suis de la même manière retrouvée en école de commerce. Et pareil, à la fin de l'école de commerce, en fait, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Et du coup, j'ai commencé dans le conseil parce que quand on sait pas trop ce qu'on veut faire, et ben c'est pareil, on nous redirige souvent vers le conseil en nous disant que on va pouvoir faire des missions assez variées dans des entreprises assez variées. Et je me suis dit que peut-être que je trouverais ma voie comme ça. Et puis j'y ai passé 5 ans sans trouver ma voie. Et puis au bout de 5 ans, j'en ai vraiment eu marre. J'en ai surtout eu marre du manque de sens, de me lever le matin et de me dire mais ce que je fais, en fait, ça me parle pas, ça me motive pas, je comprends pas le sens. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je me bouge parce que sinon, en fait, à 50 ans, je serais encore là dans cette boîte. Et en fait, j'aurais rien fait d'intéressant de ma vie. Et il se trouve que, bon, voilà, c'était le bon alignement des planètes, mais juste au moment où je me posais toutes ces questions et où j'avais envie de partir, j'ai donc un ami, François, qui m'a dit qu'il s'était inscrit à un hackathon avec son frère. Et du coup, il m'a dit, bah, comme tu t'ennuies un peu dans ton boulot, que tu cherches un peu ta voie, t'as qu'à venir participer avec nous au hackathon, ça peut t'inspirer, te donner des idées. Et il se trouve que lui et son frère, ils avaient réfléchi à une idée de scan de produits alimentaires. Et qui souhaitaient développer durant ce hackathon. Et donc, en fait, on a passé un week-end tous les trois à travailler sur ce concept de scan de produits alimentaires. Et ça a été vraiment ce moment-là qui a été un déclic pour moi, parce qu'à la base, j'y allais juste pour les aider. Et en fait, déjà, en fait, j'ai adoré en fait bosser sur ce projet. J'avais jamais pris autant de plaisir à travailler le week-end. Le projet me parlait, j'y trouvais du sens. Et en plus, avec les garçons, on s'est super bien entendu et on a formé un trio hyper complémentaire. Et voilà, donc ça a été vraiment le déclic pour moi, le premier vrai déclic pour moi pour Yuka. D'accord. Est-ce que toi, tu avais déjà cette envie d'entreprendre, ça te trottait dans la tête quand tu justement t'étais pas forcément épanouie dans ton travail? Ou est-ce que en fait tu es tombée vraiment amoureuse de l'idée avec tes coéquipiers? Ouais, je suis tombée amoureuse de l'idée. J'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat. Et du coup, je trouve ça important de le dire parce que c'est vrai que souvent, dans tous les discours d'entrepreneurs qu'on entend, c'est souvent des personnes, et c'est très bien, mais qui disent que en fait, ils ont toujours été entrepreneurs dans l'âme, que c'est leur vocation depuis toujours. Et du coup, je trouve que en fait, ça peut complexer des personnes pour qui c'est pas forcément le cas. Sauf qu'en fait, on peut devenir entrepreneur à n'importe quel âge. Moi, il se trouve que j'ai baigné dans un environnement où j'avais pas d'entrepreneur autour de moi, ni amis, ni famille. Donc forcément, ça aide pas. Il se trouve que François et Benoît, à l'inverse, ils ont des parents qui étaient pharmaciens, donc qui est une forme d'entrepreneuriat, parce que c'est eux qui ont monté leur propre pharmacie. Et donc eux, à l'inverse, ils ont baigné plus dans un environnement comme celui-ci. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter si on n'a pas envie d'être entrepreneur depuis l'âge de ses 10 ans, ça peut venir tardivement. Et moi, moi, c'est venu vraiment avec ce projet, avec cette idée et avec François et Benoît. Je pense que j'aurais pas pu monter ce type de projet avec quelqu'un d'autre. Voilà, j'avais 27 ans. D'accord. Et justement, tu dis que tu es tombée amoureuse de l'idée. Est-ce que l'alimentation, puisque là, Yuka, c'est une appli qu'on va vous présenter tout à l'heure, mais le grand enjeu, c'est l'alimentation et la cosmétique. Est-ce que c'était déjà des thématiques qui, toi, t'intéressaient? Est-ce que tu faisais déjà attention à ta façon de consommer? Ouais, c'est l'alimentation, c'est vrai que c'est une thématique qui m'a toujours intéressée. Il se trouve que bon, c'est quand même c'est marrant maintenant avec le recul, mais mes deux stages d'école, j'ai fait chez Nestlé et chez Kraft, qui est devenu maintenant Mondelez. Donc c'est le groupe qui a les cafés, qui a les chocolats Milka, etc. Donc j'ai toujours été intéressée par l'univers de l'alimentation. J'ai toujours fait attention. Je me suis toujours intéressée en fait à la composition des aliments. Et du coup, voilà. Et ensuite, ça s'est vraiment amplifié avec Yuka. Mais oui, j'avais déjà un attrait pour cette thématique. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat, des questions sur le parcours de Julie. Moi, j'avais une question, mais qui me trottait dans la tête. Je fais partie des gens qui, avec le confinement, ont pris un petit peu de poids. J'ai essayé de faire attention à mon alimentation. Mais du coup, je voulais savoir un peu, toi, tu vois, toi, tu n'as pas d'excuse puisque finalement, Yuka scanne les produits et puis peut
peut en tout cas juger du bienfait de ce produit pour la santé. Donc, est-ce que toi, pendant ce confinement, tu as réussi à faire attention? Est-ce que toi, tu as une alimentation très saine ou est-ce que tu as quelques petits travers et tu consommes quand même des produits qui sont en rouge? Alors moi, pendant le confinement, j'ai pris 4 kilos, voilà. Et encore, hein, moi, je suis à Auvers-sur-Oise, donc à la campagne, donc j'ai la possibilité de sortir assez facilement. Mais non, non, en fait, comme tout le monde, oui, je consomme sainement. En fait, quand consommer sainement, c'est-à-dire qu'en fait, je consomme très peu de produits transformés. Ouais. Je cuisine presque tout moi-même. Il se trouve qu'en plus au bureau, on a une grande cuisine, donc moi et même le reste de l'équipe, on cuisine beaucoup, on prépare nous-mêmes nos repas et on achète peu de plats tout faits. Mais après, effectivement, le fait d'être sur ce type de projet, c'est vrai que socialement, parfois c'est un peu compliqué parce que quand je vais manger dehors et que je prends une bière ou que je prends, je sais pas, une pizza bien grasse, bah, en fait, je me prends tout le temps des réflexions. Mais voilà, c'est pas parce que je travaille sur un projet comme Yuka que je fais pas d'écart, que voilà, je pense que c'est pas un problème de faire des écarts ou de faire des plaisirs à partir du moment où on fait attention au quotidien. Donc, pas d'aliments transformés, mais est-ce que dans ton frigo, tu as des indispensables, des choses des aliments dont tu peux pas te passer? Euh, des trucs dont je peux pas me passer, j'irais de la moutarde. J'avoue que je rajoute beaucoup de moutarde pour donner du goût. Et un truc que je mange tout le temps aussi, c'est des ails confits. Voilà, un peu chelou. Et du fromage. Et j'adore le fromage. Et du coup, j'avoue que c'est pas forcément pas partie des aliments les plus sains, mais il y a toujours un plateau de fromage. Alors, je vous propose aux participants dans le chat de nous dire si vous utilisez l'application Yuka, si vous l'utilisez occasionnellement, souvent, ou si vous ne l'avez jamais utilisée. Comme ça, on verra un petit peu si les étudiants Enactus et notre communauté font partie de ton panel. Mais ça se mesure en millions, là, les utilisateurs de Yuka aujourd'hui. Là, on n'est pas loin des 18 millions. Ah bah, voilà. Donc, je pense que, ouais, on en a pas mal. Merci pour vos réponses. Merci de jouer le jeu. Alors, peut-être, Julie, est-ce que tu peux nous expliquer quand même, pour être sûr que tout le monde ait bien compris, comment fonctionne Yuka? Ouais. Donc Yuka, donc c'est une application mobile qui se télécharge sur l'App Store ou le Play Store. Et ensuite, le fonctionnement, il est très simple. Il suffit de scanner le code barre d'un produit alimentaire ou cosmétique. Et immédiatement, sur l'application, on visualise l'évaluation et la note du produit. Donc, on a un code couleur qui va du vert au rouge. Donc, c'est vert foncé, vert clair, orange, rouge. Et qui définit 4 notations de produits. Donc, c'est mauvais, médiocre, bon, excellent. Et donc voilà, donc ça c'est un premier niveau d'analyse avec un code couleur, une évaluation. Et ensuite, en cliquant sur le produit, on a accès à une fiche détaillée qui explique les qualités et les défauts du produit et donc qui explique la note qu'on a donnée au produit. Donc typiquement sur les produits alimentaires, on va notamment regarder tout ce qui est qualité nutritionnelle, donc tout ce qui est calories, sucre, sel, protéines, fibres, etc. On va regarder la présence d'additifs dans le produit et le niveau d'impact de chacun des additifs et puis on va regarder la dimension biologique. Sur la partie cosmétique, on va regarder l'ensemble des ingrédients dans le produit et le niveau de risque de chacun des ingrédients. Donc voilà. D'accord. Ah oui, et il y a aussi également un système de recommandation dans l'application. C'est-à-dire que quand on scanne un produit qui est donc sous la moyenne, donc qui est médiocre ou mauvais, l'application recommande des produits similaires, mais meilleurs pour la santé. Et cela en toute indépendance, puisque Yuka est une application 100% indépendante. Donc, il n'y a aucune marque ou aucun groupe qui peut payer pour apparaître dans les recommandations. Notre algorithme est totalement neutre là-dessus. D'accord. On a une question justement sur l'accompagnement. Moi, ça m'intéresse de savoir comment vous êtes passé avec tes deux associés d'un hackathon où vous avez eu l'idée, et je pense que vous avez commencé à formaliser, jusqu'à 18 millions d'utilisateurs et plusieurs pays concernés dans lesquels vous déployez votre appli. Comment ça s'est passé techniquement aussi?
Alors, techniquement, en fait, on a tout fait nous-mêmes, hein, parce que mon associé François est développeur à la base, mon associé Benoît ne l'est pas, mais s'est formé très rapidement aussi là-dessus. Donc, en fait, dans les 3 associés, au final, on a 2 développeurs. On n'a jamais rien externalisé, et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire quand on se lance sur un projet comme ça. C'est pas de commencer à dépenser plein d'argent dans des prestataires extérieurs. Donc, en fait, le hackathon, il était en février 2016, et en décembre 2016, l'application était toute prête. Sachant qu'en plus, en parallèle, on continuait de bosser parce qu'on n'est pas parti de notre boulot tout de suite. Donc, en quelques mois, en 2016, on a développé une première version de l'application sur iOS dans un premier temps qu'on a lancé en janvier 2017. Et ensuite, comment ça s'est passé? C'est compliqué de dire qu'est-ce qui a fait que ça a marché. C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est un peu une conjonction de différents facteurs. Déjà, il y a eu le facteur chance, qui est le fait qu'on soit arrivé un peu au bon moment. Si on était arrivé 2 ans plus tôt, je pense que ça aurait été un peu trop tôt par rapport aux préoccupations et aux attentes des utilisateurs sur ces sujets. Plus tard, il y aurait eu probablement une autre app. Donc, on est arrivé au bon moment, au moment où les gens commençaient vraiment à en avoir marre du manque de transparence et avaient une vraie demande de transparence sur les produits alimentaires. Ensuite, je pense que la simplicité du produit, et là, c'est François qui gère aussi le design. C'est vrai que l'appli, elle est hyper simple à utiliser, et ce qui fait qu'en fait, on peut toucher à la fois des personnes très jeunes, mais aussi on a plein de personnes âgées qui ont 80, 90 ans et qui peuvent utiliser l'application de manière très simple. Et puis ensuite, comment on s'est fait connaître? En fait, très concrètement, quand on a lancé l'application, moi, ce que j'ai fait, c'est que nous, on n'avait aucun contact dans le milieu des journalistes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur chacun des médias les journalistes qui écrivaient sur des sujets santé et nutrition. J'ai essayé de reconstituer leur adresse mail. Donc maintenant, il y a des outils qui existent, et peut-être qu'il y en avait déjà à l'époque, mais de reconstituer les adresses mail, parce que c'est pas évident de savoir si c'est @leparisien.fr, .com, je sais pas quoi. Et ensuite, j'ai écrit en fait à chacun de manière assez personnalisée. Donc, quand j'écrivais à un journaliste, je lui disais bonjour Untel, j'ai lu votre article Untel et je l'ai trouvé hyper intéressant. Voilà, pour information, je viens de lancer une application, ça s'appelle Yuka, etc. Et sur les, je ne sais pas combien de centaines de mails que j'ai envoyés, j'ai commencé à avoir quelques retours. Donc, on a commencé à avoir quelques médias comme ça, et assez rapidement, on a eu un papier dans Le Parisien. Donc ça a été notre premier vrai relais média. Et en fait, il se trouve que les médias, ça fonctionne un peu en cercle. Hein. Donc, en cercle vertueux, hein, donc quand il y a un média qui parle de toi, en fait, après, les autres médias se copient un peu, se disent tiens, si Le Parisien en a parlé, c'est que ça doit être intéressant, etc., etc. Et à partir du papier du Parisien, tout s'est un petit peu enchaîné tout seul. Voilà. Et après, ce qui a aussi fait que, donc, il y a eu la partie média qui a beaucoup joué sur l'acquisition et le fait qu'aujourd'hui on est à 18 millions d'utilisateurs. Et ce qui a énormément joué aussi, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire que un utilisateur qui téléchargeait l'application en parlait à, je sais pas, 2, 3, voire 10 autres. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on faisait, et on fait encore aujourd'hui, des pics d'acquisition au moment où les gens se réunissent. Donc, par exemple, les vendredis soirs, les samedis soirs, c'est le moment où tu te réunis avec tes amis ou avec ta famille. Et du coup, c'est là qu'on fait le plus d'acquisition, parce que du coup, les gens parlent et disent tiens, j'ai découvert une appli, ça s'appelle machin. On faisait aussi le tout premier été où on a lancé Yuka, on pensait que l'acquisition, elle allait chuter parce que c'est l'été et qu'il se passe pas grand-chose. Et en fait, à l'inverse, ça a augmenté parce qu'en fait, l'été, c'est pareil, c'est le moment où tu pars en vacances avec des amis, avec ta famille, et du coup, tu en parles. Donc, le bouche à oreille, et même encore aujourd'hui, c'est vraiment ce qui fait que aujourd'hui, on n'a plus du tout, là, par exemple, avec la crise, on n'a plus du tout de relais médias, mais pour autant, on a encore 10 000 nouveaux utilisateurs par jour que via, du coup, le bouche à oreille, en fait. D'accord. Alors, j'ai pas mal de questions là qui arrivent dans le chat. Merci beaucoup, d'ailleurs, sur le financement de l'application, votre business model. Comment vous rémunérez? Alors, on a 4 sources de financement. La première source de financement, qui est la principale, c'est le business model de la plupart des applications, c'est une version premium dans l'application. Donc, l'application, elle est gratuite, mais pour accéder à certaines fonctionnalités supplémentaires, il faut payer. Donc, c'est un abonnement d'1 an qui coûte 15 € par an et qui permet d'accéder notamment à la possibilité de scanner sans réseau, parce qu'en fait, il y a des supermarchés où ça ne capte pas et donc on ne peut pas utiliser Yuka. Ça permet d'avoir une barre de recherche pour pouvoir chercher n'importe quel produit par son nom, par sa marque, par sa catégorie.
Ça permet également de pouvoir paramétrer des alertes personnalisables. Donc, par exemple, aujourd'hui, on l'a mis sur le gluten, le lactose et l'huile de palme. Donc, par exemple, moi, je fais attention à ne pas acheter de produits qui contiennent de l'huile de palme. Je paramètre dans mon compte une alerte et quand je scanne un produit qui a de l'huile de palme, l'application me dit attention, il y a de l'huile de palme. Voilà, donc ça, c'est la version premium de l'application qui coûte 15 € par an, qui est notre source principale de financement. Notre deuxième source de financement, alors ça fait toujours sourire un peu parce que c'est vrai que ça paraît un peu improbable, mais notre deuxième source de financement qui arrive pas loin derrière le premium, c'est un calendrier des fruits et légumes de saison. Donc c'est un calendrier papier qui, je l'ai là sous les yeux, mais qui ressemble à ça. Voilà. Et tous les mois, en fait, on a la liste des fruits et légumes de saison avec, là, on a le fruit ou légume phare du mois. Et donc, en fait, cette idée, elle est venue il y a à peu près 1 an parce que, en fait, moi j'écris beaucoup sur le blog de Yuka. Et parmi les articles qui marchaient les mieux, c'était les articles que je faisais sur les fruits et légumes du mois. Donc, tous les mois, il y a un article gratuit avec les fruits et légumes de saison. Et en fait, on avait beaucoup de demandes sur le fait de pouvoir imprimer les fruits et légumes de saison, de pouvoir les accrocher quelque part dans sa cuisine. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas un calendrier? Et en fait, on l'a lancé, ça marche hyper bien. On en a vendu 30 000. Alors que ça fait même pas 1 an qu'il est lancé et c'est notre deuxième source de revenus et il y a des mois où on a fait plus de revenus avec le calendrier qu'avec la version premium. Donc c'est assez marrant et c'est un calendrier qu'en plus on a conçu de manière totalement responsable. C'est-à-dire que donc tout est fabriqué en France, tout est imprimé en France, c'est du papier. Alors là, c'est pas du papier recyclé parce qu'il n'y avait pas à l'époque où on l'a fait, il n'y avait plus de fournisseurs, mais c'est du papier PEFC. On reverse 1% du chiffre d'affaires à One Person for the Planet et toute la logistique et l'impression sont faites par des entreprises qui emploient des personnes en réinsertion. Donc on a vraiment essayé de le faire le plus responsable possible. Voilà. Donc ça, c'est notre deuxième source de revenus. Notre troisième source de revenus, qui est en réalité la toute première qu'on a lancée au tout début du projet, c'est un programme nutrition. Donc pareil, c'est ce programme nutrition, donc c'est un programme sur 10 semaines qui a pour objectif d'adopter des habitudes alimentaires plus saines. C'est pas du tout un programme de régime, de minceur. C'est vraiment pour acquérir les fondamentaux d'une alimentation saine. Donc on va avoir des articles, on va avoir des recettes et il va y avoir accès à un nutritionniste à qui on peut poser des questions. Ça, en fait, on l'a lancé 6 mois après le lancement du Yuka, donc assez rapidement pour monétiser le projet. Et il existe toujours, il est disponible sur le blog. Et la toute dernière source de revenus qu'on a lancée le mois dernier, c'est un e-book avec des recettes de petit déjeuner. Voilà, et tout ça, ces 4 sources de revenus font qu'on est à l'équilibre financier depuis maintenant 6 mois. D'accord, bravo, bien joué. Merci. Moi, je vois en tout cas des questions sur la façon dont vous nouez des partenariats, à la fois pour enrichir votre base de données, et puis à la fois pour faire changer en tout cas les habitudes au niveau de l'agroalimentaire. Comment vous bossez avec vos parties prenantes? Alors, on a très, très peu de partenariats, très, très peu de parties prenantes. Et ça, c'est vraiment un choix, en fait, d'être dépendant de personne, en fait. Le seul partenariat qu'on a aujourd'hui, c'est avec une société qui s'appelle Alchemix, qui est une entreprise qui collecte les données des produits alimentaires. Et en fait, via cette plateforme Alchemix, les marques qui renseignent dans Alchemix leurs produits peuvent choisir que ces données soient transmises à Yuka. Donc, il n'y a même pas il y a aucun flux financier, bien entendu. Elles le transmettent de manière totalement gratuite et nous, on est plugués à Alchemix pour récupérer les données des marques qui acceptent de nous transmettre. Voilà, donc c'est le seul partenariat qui me vient en tête. Sinon, on a assez peu de parties prenantes avec lesquelles il y a un vrai partenariat à proprement parler. Est-ce que tu peux nous parler aussi de l'aspect collaboratif de l'application? Ouais, effectivement, donc Yuka, c'est une appli collaborative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on scanne un produit qui n'est pas dans notre base de données, en fait, on peut le renseigner directement à travers l'application. Alors, quand on dit le renseigner, évidemment, on ne demande aucune information d'analyse aux personnes qui renseignent les produits. On leur demande uniquement de prendre en photo donc la face avant du produit, la liste des ingrédients et le tableau nutritionnel sur les produits alimentaires. Derrière, c'est nous qui retraitons les informations de manière automatique, mais l'utilisateur n'a en aucun cas à rajouter des informations d'analyse. Sachant que, évidemment, on a plein de systèmes de contrôle aussi des informations, hein, puisqu'on a beaucoup d'utilisateurs, on est obligé de mettre en place des systèmes de contrôle avancés. Donc, il y a des contrôles en amont, c'est-à-dire que si tu essayes de rajouter des données complètement erronées,
Dans 99% des cas, le process va te bloquer en amont. Et puis ensuite, on a 2 personnes qui travaillent à temps plein sur la base de données et les remontées utilisateurs si jamais il y a des erreurs qui sont passées ou si jamais, par exemple, il y a des utilisateurs qui remontent, par exemple, des changements de recettes. Les recettes dans l'industrie agroalimentaire, notamment, ça évolue très, très souvent. Et donc, nos utilisateurs, parfois, nous remontent aussi si on n'a pas eu l'information avant, nous remonte l'information qu'une recette a changé pour qu'on puisse la modifier. Voilà, donc c'est grâce à cet effet collaboratif que en fait l'application a pu aussi fonctionner et qu'aujourd'hui on reconnaît 99% des produits qui sont scannés en France et un peu moins à l'étranger, mais on est toujours sur un taux de reconnaissance de 80 à 90%. Ok, il y a aussi des questions, Julie, sur la façon dont vous allez développer Yuka. Comment vous faites pour amener plus de gens sur le volet premium? Comment vous faites aussi pour vous développer peut-être vers de nouveaux secteurs? Est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors nous, aujourd'hui, les 2 gros enjeux pour Yuka, alors bon, en termes de timing, la crise a un peu impacté, hein, mais nous, nos 2 gros enjeux pour 2020, c'était le développement, de continuer le développement à l'international. Donc sur l'international, donc Yuka, on a lancé en janvier 2017 et on a commencé l'international vers avril 2019, donc un peu plus de 2 ans plus tard. Donc en fait, on a commencé l'international il y a 1 an. Et en 1 an, on a lancé 8 pays. Et l'idée, là, le gros enjeu, c'est de continuer ce développement à l'international, donc de continuer à se développer dans les pays dans lesquels on est déjà présent, mais aussi de se lancer dans des nouveaux pays, et notamment les prochains pays qu'on souhaite lancer, c'est l'Italie, l'Allemagne et le Portugal. Et c'est comme ça aussi qu'on ramène plus de gens à l'application, parce qu'aujourd'hui, effectivement, en France, on est un petit peu arrivé à un palier où tous les gens qui sont potentiellement intéressés par l'application l'ont déjà téléchargé. Donc notre levier de croissance, c'est vraiment l'international. Notre deuxième gros enjeu, parce que j'ai vu aussi des questions passer sur est-ce qu'on compte se lancer sur d'autres catégories de produits, etc. Non, on ne compte pas se lancer sur d'autres catégories de produits parce qu'en fait, c'est trop complexe ou alors il n'y a pas d'information, notamment par exemple tout ce qui est produits ménagers. L'information sur la composition, elle n'est pas obligatoire. Donc à partir de là, en fait, nous, on ne peut rien faire pour analyser la composition. Donc notre enjeu, ce n'est pas de se développer sur des nouvelles catégories. En revanche, c'est de se lancer sur l'analyse de l'impact environnemental. Aujourd'hui, Yuka, c'est une application qui analyse l'impact des produits sur la santé. On ne prend pas en compte la dimension environnementale, qui est un sujet extrêmement complexe. Mais on travaille maintenant depuis plusieurs mois sur le développement d'une notation de l'impact environnemental des produits alimentaires. Donc, à terme, dans l'application sur les produits alimentaires, il y aura l'impact santé et l'impact environnemental, qui seront 2 notions séparées. D'accord, mais justement, c'était une des questions aussi que j'ai vu passer et que j'avais. Et vaste sujet qu'est la mesure d'impact, puisque nous, on incite beaucoup les étudiants et dans le cadre de leur projet à le faire. Vous en avez fait une. Qu'est-ce que tu en as dégagé? Comment vous y êtes pris pour mesurer l'impact que vous aviez après justement avoir des millions d'utilisateurs? Alors oui, on a fait une mesure d'impact. On l'a faite l'année dernière, donc assez tardivement par rapport à Yuka. On a fait tout nous-mêmes, hein, parce qu'encore une fois, faire une mesure d'impact, en réalité, ça coûte quand même assez cher. Donc en gros, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble de nos utilisateurs et on a eu, je crois, 230 000 réponses. Donc c'est une mesure d'impact qui est basée quand même sur un panel assez large. Elle est en ligne, hein, si vous tapez Yuka impact, mesure d'impact, vous allez tomber sur la page et vous pouvez télécharger le document PDF. Donc en fait, c'est une mesure d'impact qu'on a faite à la fois auprès de nos utilisateurs pour comprendre dans quelle mesure Yuka avait impacté leur façon de consommer. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que là, on s'est rendu compte que Yuka a effectivement conduit les utilisateurs à changer leur choix de produits. À délaisser des produits qui sont mal notés pour des produits qui sont bien notés. Ça, on le savait, mais c'est toujours intéressant de l'avoir en chiffres. Mais bien au-delà de ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que Yuka, de manière beaucoup plus vaste, avait impacté leur rapport à l'alimentation. Par exemple, via la mesure d'impact, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup d'utilisateurs plus de la moitié des utilisateurs qui cuisinaient davantage grâce à Yuka. Alors, c'est pas forcément notre but à la base avec Yuka. Beaucoup d'utilisateurs qui consommaient moins de produits transformés, qui avaient perdu du poids, des choses comme ça. Donc, de manière bien plus large, Yuka conduisait les utilisateurs à repenser leur rapport à l'alimentation et à replacer l'alimentation au cœur des préoccupations. Et dans cette mesure d'impact, on a aussi fait une petite mesure d'impact auprès des industriels. Donc, on a interrogé plusieurs industriels pour savoir s'ils acceptaient de témoigner de la façon dont Yuka les faisait changer.
Et on a plein d'industriels, alors on n'y croyait pas, mais on a plein d'industriels qui ont accepté de témoigner dans cette mesure d'impact. On a notamment Michel-Édouard Leclerc, on a le président Thierry Cotillard, qui est le président d'Intermarché, on a la directrice nutrition de Nestlé. Et ils ont également donné des exemples concrets de produits qui ont changé, dont la composition a changé grâce à Yuka. Donc tout ça est dans la mesure d'impact, si ça vous intéresse. Elle est dispo en ligne. Après, moi, par rapport à la mesure d'impact, j'ai une vision peut-être un peu plus partagée. Nous, on l'a faite parce que déjà, c'était intéressant pour nous de la mesurer. Très honnêtement, on l'a faite aussi pour une question d'image, hein, parce que et une question de communication, parce que moi, c'est vrai que souvent dans les interviews, on me demande l'impact de Yuka et en fait, je ne suis pas capable de le donner concrètement. Je peux donner le nombre d'utilisateurs, le nombre de scans, mais je n'avais pas de données plus concrètes, donc j'en avais aussi besoin, moi, dans ma communication par rapport aux médias. Après, voilà, moi je trouve que la mesure d'impact, mais c'est un avis tout à fait personnel, mais je trouve que c'est pas forcément quelque chose de totalement prioritaire quand on est dans un projet comme celui-ci qui prend énormément de temps, où il y a des milliers de choses à faire. Pour nous, c'était pas une priorité de faire une mesure d'impact. Ça prend énormément de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Voilà, donc il faut qu'il y ait un vrai retour sur investissement et il faut en avoir vraiment besoin en fait. Mais nous, on n'en avait pas ressenti le besoin parce qu'on savait au début, pendant 2 ans, on savait qu'on avait de l'impact. Et le fait de faire une mesure d'impact, c'était juste de mettre des chiffres concrets sur quelque chose qu'on savait déjà. Voilà, donc on l'a vraiment fait parce qu'on en avait besoin en termes de communication, mais sinon, en réalité, on aurait pu s'en passer. Et pour revenir au fonctionnement de Yuka et à la vie de Yuka aujourd'hui, combien de personnes il y a dans votre équipe? Comment vous avez géré le développement à l'international? C'est quoi aujourd'hui être chef d'entreprise pour Yuka, justement? Alors, nous, on est vraiment une petite équipe, hein, on est 10 personnes. C'est vrai que souvent, on s'attend à ce qu'on soit plus. Donc, en gros, la séparation est très nette. Il y a 5 personnes à la technique et 5 personnes sur tous les sujets qui sont liés à la communication, au service client, au RP. Et le développement à l'international, on a tout géré d'ici. Donc, on n'a personne, en fait, sur place là-bas. C'est l'avantage d'un projet comme le nôtre, hein, qui est complètement digital. Ce ne serait pas possible avec d'autres types de projets, mais le projet Yuka fait que c'est facilement scalable à l'international sans avoir à dépêcher des personnes sur place. Donc voilà, c'est la même équipe qui travaille sur Yuka depuis le début qui a géré ce déploiement à l'international sans qu'on ait besoin de recruter davantage pour l'international. D'accord. Merci. J'ai aussi beaucoup de questions sur la façon dont vous collaborez avec l'industrie agroalimentaire. Alors, il y a pas mal d'articles sur vous, Yuka, la petite application qui fait trembler les grands groupes. Moi, j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu travailles avec eux. Est-ce que c'est conflictuel? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que on essaye de vous soudoyer? C'est globalement assez constructif. C'est-à-dire qu'en fait, donc nous, on a même une personne à Yuka qui, à mi-temps, s'occupe des relations avec les marques et les industriels. Donc, nous, en fait, dès qu'une marque ou un groupe veut échanger avec nous, on accepte l'échange, hein, parce qu'en fait, on n'est pas là pour leur taper dessus, on est aussi là pour construire quelque chose de manière constructive et les faire évoluer de manière constructive. Donc, on a régulièrement des échanges avec eux pour les aider à comprendre comment on fonctionne, les aider à comprendre notre méthode de notation, leur montrer aussi qu'on n'est pas là juste pour leur taper dessus et leur faire du tort, mais qu'on est là aussi pour les aider à s'améliorer. Et aussi, on échange beaucoup avec eux parce que nous, en fait, notre intérêt aussi, c'est de récupérer les données de leurs produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'application, elle est collaborative. On récupère les données via les informations des utilisateurs. Maintenant, on les récupère aussi en partie via les marques. Alors, je précise qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt parce que ce sont des informations qui sont publiques. Toutes les informations qu'elles nous communiquent, elles sont inscrites sur les produits. Mais du coup, quand elles nous les transmettent, et notamment via la plateforme Alchemix dont j'ai parlé tout à l'heure, ça nous permet d'avoir les infos les plus à jour possibles. C'est-à-dire que dès qu'elles font un changement de recette, si elles changent la recette immédiatement sur Alchemix, nous, on la récupère automatiquement tout de suite à jour. De la même manière, quand elles nous transmettent les informations de leurs produits, elles nous transmettent des images, des photos de leurs produits qui sont des beaux photos de packshot assez clean, etc. Alors que quand c'est nos utilisateurs qui prennent les photos, bon, d'un point de vue qualitatif, on n'y est pas forcément toujours. La bouteille de soda à moitié vide, le pot de confiture entamé, etc. Donc, on a tout intérêt à récupérer les belles photos des marques aussi. Voilà, donc aujourd'hui,
notre rapport avec les marques, il est essentiellement sur cet échange de données produits. Et il est relativement constructif, surtout avec l'industrie agroalimentaire. Avec l'industrie agroalimentaire, honnêtement, vraiment, ils ont tous pris le pas, ils ont tous très rapidement compris qu'en fait, ils avaient tout intérêt à faire évoluer leurs produits plutôt qu'à contrer des initiatives comme la nôtre. Avec l'industrie cosmétique, c'est plus compliqué. C'est assez constructif avec la plupart, mais quelques gros groupes, c'est très compliqué et ils essayent de nous mettre clairement des bâtons dans les roues. Voilà. En fait, la cosmétique, c'est un secteur qui a beaucoup moins eu l'habitude de se faire bousculer que l'agroalimentaire. L'agroalimentaire, ils ont un peu l'habitude maintenant. Il y a eu tellement de scandales autour de l'industrie agroalimentaire qu'ils ont l'habitude de se faire bousculer. La cosmétique, c'est tout nouveau pour eux et forcément, ça leur plaît pas qu'une petite boîte de 10 personnes vienne bousculer une grosse boîte qui est établie depuis des dizaines d'années. Donc voilà. Mais en tout cas, avec l'industrie agroalimentaire, ça se passe très bien. Merci. Axel, qui fait partie de l'équipe de Nactos France, vient de nous déposer un petit témoignage intéressant. Du coup, je t'invite à allumer ton micro, si tu es d'accord, et à nous expliquer un petit peu ce que tu as vécu dans le cadre de ton stage chez Bonduelle et puis comment ça se passait. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc, moi, j'étais stagiaire chez Bonduelle il y a encore très peu. Donc, Bonduelle qui est un poids lourd de l'industrie agroalimentaire en France et qui fait notamment beaucoup de légumes, qui est assez enclin pour une alimentation plus saine. Et donc, on avait des groupes de travail sur Yuka et il y avait donc des gens en marketing qui prenaient la question de Yuka très au sérieux. Et donc, quand on entamait un processus de construction d'un produit, il y avait l'aspect nutritionnel vraiment en collaboration avec Yuka était un enjeu majeur. Donc voilà, je voulais juste apporter ce témoignage. Super, ouais, Non, mais c'est marrant parce que j'ai oublié de préciser aussi dans nos rapports avec les industriels, effectivement, on a aussi beaucoup d'interrogations sur la reformulation de leurs produits. En fait, ils nous contactent aussi parce que quand ils sont en train de reformuler des produits, ils ont envie de savoir, avant de valider la reformulation, quelle note il va avoir sur Yuka. Donc, on a aussi mis en place un process spécial avec eux pour qu'ils puissent tester des compositions dans l'application pour voir la note que le produit aurait. Donc, c'est assez marrant parce qu'effectivement, ils nous intègrent dans leur processus en amont pour vérifier la note qu'aura le nouveau produit, la nouvelle composition sur Yuka. Julie, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de comment une entreprise a vraiment changé la composition de son produit suite justement aux réclamations de Yuka et de ses utilisateurs? Est-ce que tu as observé des changements très forts sur certains produits, certaines gammes de produits? Ouais, ça, il y a pas mal d'exemples dans la mesure d'impact. J'ai plus tout en tête, mais il y a les pizzas, toute la gamme de pizzas Fresh Up. Il y a pas mal de trucs, des biscuits Bjorg. Dans la mesure d'impact, il y a vraiment 3 pages de produits avec le descriptif en dessous de ce qui a changé, réduction du taux de sel, du taux de sucre, suppression de tel ou tel additif. Voilà. Mais ça, c'est le déclaratif de ce que certaines marques ont accepté de communiquer. Maintenant, il y a plein de changements qui se font dont c'est difficile de s'attribuer le mérite tant que la marque ne reconnaît pas officiellement. Parce que les marques vont avoir tendance à dire non, mais on n'a pas attendu Yuka pour changer la composition, c'est pas Yuka, on y pensait déjà depuis longtemps, etc. Oui, c'était une de mes questions. Est-ce que finalement vous vous considérez aujourd'hui comme des lobbyistes? Comment aujourd'hui vous avez quand même un certain impact qui est quasiment celui de pouvoirs publics en fait, qui pourraient mettre en place des campagnes de sensibilisation à une meilleure alimentation. Du coup, comment vous voyez les choses par rapport à votre pouvoir aujourd'hui? C'est en fait, oui, c'est le pouvoir de Yuka, c'est le pouvoir des millions d'utilisateurs qui sont derrière. Quand effectivement on a des milliers de personnes qui arrêtent d'acheter tel ou tel produit, c'est ça qui fait pression. C'est pas Yuka tout seul, c'est ça qui fait pression sur les industriels. Et c'est vrai que
souvent le truc on vote avec son porte-monnaie, etc. Mais en fait, c'est tellement vrai, notamment dans le cas de Yuka, de voir à quel point l'impact de milliers d'utilisateurs réunis a pu avoir sur les industriels. Et effectivement, le problème des pouvoirs publics, c'est qu'ils sont, malheureusement, ils sont aussi sujets au lobbying, donc ils ne peuvent pas aller trop loin dans leurs recommandations, notamment sur tout ce qui est additif. À partir du moment où ce sont des additifs qui sont autorisés dans l'Union européenne, difficilement les pouvoirs publics peuvent faire une campagne pour appeler au boycott ou à l'interdiction de certains additifs. Ce que nous, on fait. On a notamment, par exemple, lancé une pétition avec Foodwatch, que certains connaissent peut-être, pour l'interdiction des nitrites ajoutés dans l'alimentation. Donc oui, on a un petit peu, effectivement, peut-être pas ce rôle de lobbying, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ce rôle de fédérer l'ensemble des consommateurs pour avoir un effet sur l'industrie agroalimentaire et cosmétique. Donc, vous vous associez aussi à des associations de consommateurs? Si oui, lesquelles? Non, alors Foodwatch, c'est pas une association de consommateurs. Hein. Enfin, vous pouvez aller voir. Hein, c'est une association qui lutte pour la transparence de l'information dans l'industrie agroalimentaire. Donc, ils lancent plein de pétitions. C'est une association allemande à la base qui est très très connue en Allemagne et puis qui a commencé en France. Après, avec les type UFC Que Choisir, 60 millions, etc. On n'a pas de partenariat en tant que tel. On se connaît, hein, notamment l'UFC, puisqu'ils ont leur app de cosmétiques aussi. On s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Ça se passe très bien. En fait, à la fois on est concurrents, mais à la fois en fait chacun de nos projets va dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va tous les deux dans le sens d'apporter plus de transparence et de conduire les industries à proposer de meilleurs produits. Donc en fait à partir de ce moment-là, il y a aucune notion de concurrence pertinente sur ce type de secteur. Plus on est d'applications, plus on est de projets à essayer d'améliorer cette transparence. Mais mieux c'est en fait. Il y a tellement de travail sur ce sujet, on est encore loin du compte que c'est très bien qu'on soit plusieurs acteurs à se répartir aussi la tâche. Oui, je pense qu'il y avait une demande sur le chat de nous donner, si tu peux, des noms d'applications qui font la même chose que vous, soit sur d'autres secteurs comme la mode, comme là je vois d'autres choses comme des produits liés à la maison. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui agit aussi comme vous et de la même façon? Alors, sur d'autres secteurs, j'avoue que je ne connais pas très bien. Je sais juste que sur la mode, il y a Clear Fashion. Je connais pas très bien l'appli, mais voilà, je connais les personnes qui portent le projet et voilà, je sais que c'est un des principaux projets sur ce sujet de la mode. Après, sur d'autres secteurs, j'avoue que je connais pas trop parce que très honnêtement, sur d'autres secteurs, c'est très compliqué. Hein. Autant sur la cosmétique et l'agroalimentaire, qui a une obligation d'information sur la composition, donc ça facilite le travail. Autant sur des meubles, même des vêtements, hein, c'est très complexe parce que faut aller récupérer et sourcer l'information, c'est ça qui est très complexe. Donc sur d'autres secteurs, à part Clear Fashion sur la mode, j'avoue que je connais pas trop, mais après je suis pas forcément très bien renseignée non plus. Il y avait aussi une question intéressante sur est-ce que on vous a déjà proposé de créer un label approuvé par Yuka, vert sur Yuka par exemple? On nous l'a déjà demandé et on y a déjà réfléchi et on s'était même plongé dessus et on s'est dit que c'était un truc à faire et on a changé d'avis parce que en fait le fait de lancer un label ce serait en partie renier notre indépendance puisque un label on peut pas tout faire gratuitement, donc lancer un label ça nécessiterait de le vendre ensuite aux entreprises qui sont labellisées. Ça nécessiterait donc de toucher de l'argent de certains industriels et ça fait partie en fait de notre mission d'indépendance, c'est que Yuka ne perçoit aucun argent des industriels de l'agroalimentaire ou de la cosmétique. Donc lancer un label en termes d'indépendance, c'est un peu c'est un peu touchy. Donc voilà, on a abandonné, on y avait réfléchi, mais on a abandonné cette idée. Alors j'avais une question, je profite parce que c'est ton sujet, tu le connais, mais si tu devais nous sensibiliser et si tu devais nous dire, selon toi aujourd'hui, c'est quoi le plus grand combat, en tout cas dans l'alimentation, quel est le produit vraiment que vous voudriez voir disparaître de l'agroalimentaire, ça serait quoi?
ou le composant? Aujourd'hui, un des plus gros problèmes de l'industrie agroalimentaire, c'est le sucre. C'est vraiment le fléau dont on parle pas assez, mais il y a un vrai sujet sur le sucre. Aujourd'hui, on consomme beaucoup plus que les recommandations journalières maximales. Donc ouais, enfin voilà. Donc pour moi, s'il fallait supprimer une catégorie de produits, ce serait tous les sodas, parce que le soda, là, on est sur un mix de sucre et d'additifs. Donc voilà, il y a rien, il y a vraiment rien d'intéressant. Hein. C'est qu'un truc qui peut faire du mal. Donc moi, si je devais supprimer un produit, ce serait tout ce qui est soda, ouais. Alors j'ai une dernière question de Simon de l'équipe. Est-ce que tu veux bien la poser parce qu'elle est longue et qu'elle est néanmoins très intéressante. Je t'invite à remettre ton micro. Simon, est-ce que tu es encore? Oui. Simon, est-ce que tu es avec nous? En fait, Oui, on avait... ça y est. Pardon. Non, en fait, je me posais la question de l'évaluation environnementale. C'est un sujet qui est hyper complexe et qui demande l'avis de beaucoup de différents acteurs qui sont présents dans les systèmes agroalimentaires. Et je me demandais comment c'était possible de collecter toutes ces informations et quels étaient les indicateurs que vous allez prendre en compte, tout ce qui concerne le mode de production au niveau agricole, le transport, la transformation, la logistique. Voilà, c'était quelles sont les données importantes que vous voulez récolter et comment les traduire derrière. Ouais. Alors donc sur ce sujet de l'impact environnemental, on va prendre en compte 3 critères. Le premier, c'est l'amont agricole. Voilà, toute la partie production. Là-dessus, on va se baser notamment en grande partie sur les travaux de l'ADEME, qui a fait un gros travail là-dessus. Après, on se heurte quelque peu à du lobbying de ce côté-là aussi. Donc c'est un peu compliqué, mais il existe dans tous les cas d'autres sources de données sur le sujet. Le deuxième critère qu'on va prendre en compte, c'est toute la partie emballage. Et le troisième critère, c'est la partie provenance. Maintenant, effectivement, comme tu le dis, le plus gros problème, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a rien qui a vraiment vu le jour sur le sujet, c'est parce que c'est tellement complexe de récupérer les informations sur la provenance notamment. Elle n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas spécifiques. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'au début, tous les produits sur lesquels il n'y aura aucune information sur la partie provenance, ils auront la pire note, entre guillemets, sur la partie provenance. Ce qui est aussi l'objectif, c'est d'inciter les industriels à afficher l'information, parce que dans tous les cas, s'ils ne l'affichent pas, ils auront la pire note possible sur cette partie-là. Sur l'impact environnemental, on ne travaille pas tout seul, hein, bien évidemment, puisque c'est un sujet très complexe qui nécessite beaucoup d'expertise. Donc, comme je disais, on travaille beaucoup avec l'ADEME, qui a travaillé depuis des années sur ce sujet de l'amont agricole. On travaille aussi, en fait, l'idée, c'est de sortir une note environnementale qui est commune, hein, qui n'est pas une note Yuka. Donc, on travaille, c'est beaucoup porté par Yuka et Étiquetable. Mais on travaille avec d'autres acteurs. Donc, l'idée, c'est qu'on s'est aussi associé à des entreprises comme Frischti. Voilà, donc c'est vraiment une notation qui va être co-construite par plein d'acteurs sur ce sujet. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas encore de date de sortie parce qu'en plus, vu le contexte actuel, c'est pas forcément le moment. Mais voilà, ça fait quand même des mois qu'on travaille sur le sujet et on souhaite prendre en compte les 3 critères que j'ai donnés. Alors, je tente ma chance pour une dernière question, mais après, il va falloir qu'on clôture ce live qui est très, très intéressant. Il y avait pas mal de questions sur votre développement à l'international. Julie, comment vous adaptez en fait à la culture du pays? Comment vous adaptez votre référencement? Et est-ce que tu vois des comportements liés à l'alimentation qui sont différents par rapport à la France? Comment on adapte? Honnêtement, assez peu. Aujourd'hui, on s'est lancé déjà, on a commencé tout notre développement international en Europe. Donc, on a commencé par Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Royaume-Uni, etc. Bon, en termes de communication, on n'a pas adopté des stratégies de communication hyper différentes. Hein. De la même manière que l'on a fait en France, on a écrit aux journalistes espagnols, on leur a dit coucou, pareil, on est une app française, on se lance en Espagne, blablabla, etc. Voilà, rien de très complexe.
Et on fait ça dans tous les pays dans lesquels on se lance. Hein. On fonctionne toujours, on procède toujours de la même manière. Hein. On écrit aux journalistes de manière assez personnalisée. Voilà, on traduit juste tous les contenus, hein, que ce soit l'appli, que ce soit le site web, le dossier de presse, etc. Mais après, ça reste très, très simple. Hein, on n'adopte pas des stratégies hyper complexes sur le sujet. Et en termes de comportement, j'avoue que c'est difficile à dire parce qu'en plus, nous, on passe très peu de temps sur l'analyse de la data. Donc c'est difficile à dire. La seule chose que je peux dire sur le développement à l'international, c'est que notre pays qui cartonne le mieux à l'international, c'est l'Espagne. Pour comparaison, en France, notre croissance a été très rapide. On a eu 1 million d'utilisateurs en un an. En comparaison, en Espagne, on a eu 2 millions en 6 mois. Donc déjà, c'était rapide en France, mais alors en Espagne, ça a complètement explosé. Donc toute l'équipe a dû se mettre à l'espagnol. On fait venir une prof d'espagnol toutes les 2 semaines pour notamment sur la partie sur les personnes qui se chargent de la com et du service client, parce que l'Espagne a vraiment explosé. Ouais. Alors, une dernière question. Là, tu as une flopée de jeunes entrepreneurs devant toi, entre guillemets. Ouais. Quel conseil tu leur donnerais? Enfin, moi, j'ai entendu quand même quelques conseils que tu as donnés, le système D, commencer par faire en interne, commencer d'abord par moins dépenser, mais faire avec vos compétences, mais aussi vous faire aider quand c'est des sujets plus pointus. Est-ce que tu as d'autres conseils d'entrepreneurs à entrepreneurs? Bon, déjà, je suis jamais hyper à l'aise avec ce truc de donner des conseils parce qu'en fait, chaque projet est complètement différent et il n'y a rien, aucun conseil qui peut s'appliquer à 100% à tout type de projet. Donc, mon premier conseil, c'est d'écouter les conseils, mais de pas forcément tous les suivre et de suivre que ceux qui vous parlent et ceux que vous sentez, en fait. Je pense que c'est hyper important de faire confiance à son intuition. Nous, par exemple, au tout début du cas, il y a quelqu'un de très reconnu dans le milieu de l'industrie agroalimentaire, des startups, etc., qui, juste après le hackathon, nous a dit votre projet, il est intéressant, par contre, le scan, il faut oublier. Personne ne scannera jamais. Les gens auront la flemme de scanner en magasin, ça ne marchera pas. Ça nous a hyper déprimés au tout début du projet et on a failli partir sur complètement autre chose. Et puis en fait, on s'est dit, mais non, mais nous, on y croit. Enfin, les gens, ils vont trouver ça rigolo, ça va faire presque un truc régressif. Et heureusement qu'on n'a pas écouté ce conseil et qu'on a suivi notre intuition. Donc voilà, donc le premier conseil, c'est déjà d'écouter les conseils, mais de pas forcément tous les prendre au pied de la lettre, parce qu'il n'y a aucun conseil qui s'applique à tous les projets. Après, moi, les conseils par rapport à Yuka ou un projet qui peut être similaire à Yuka, c'est effectivement de tout faire soi-même, de pas essayer d'externaliser, parce que ça coûte de l'argent, ça coûte du temps. Le plus simple, c'est de faire soi-même un prototype. Et si vous n'avez pas de compétences, j'en sais rien, en dev, vous faites des maquettes. Et vous les montrez à plein de gens. Et là, vous aurez des retours avant de vous lancer sur un développement technique. De tout faire soi-même, de pas avoir peur de cette idée de on va me piquer l'idée, etc. Ça, c'est vrai qu'on me pose souvent la question aussi de comment on a fait pour se protéger. Bon, on s'est pas protégé en fait, et presque 6 mois avant le lancement de l'application, tout était disponible en ligne. Il y avait toutes les maquettes de l'application en ligne, alors que l'application n'était pas du tout prête. Et du coup, quelqu'un aurait pu facilement nous prendre les maquettes, faire l'appli, la sortir plus vite. Mais en fait, ça fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Il n'y a pas des gens qui s'amusent à guetter les projet, à dire copier le truc. Et puis dans tous les cas, si un jour vous faites copier et que ça marche mieux que vous, c'est qu'en fait, ils auront juste fait mieux. Donc voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur de, justement, au contraire, d'en parler très rapidement autour de soi. Parce qu'en fait, le fait de ne pas vouloir en parler, de garder le truc secret, ça fait que vous perdez en fait tous ces retours de potentiels utilisateurs ou de potentiels clients qui pourraient être hyper intéressants pour adapter le projet. Donc voilà, je trouve que ça, c'est sauf sur certains secteurs où vraiment la confidentialité est de mise, mais c'est vraiment très particulier. Voilà. Non, et voilà, mon conseil principal, ça reste quand même de pas trop écouter les conseils, enfin de suivre son intuition. D'accord, mais merci beaucoup Julie. Moi j'ai adoré, j'étais déjà merci à vous. utilisatrice de Yuka, mais je trouve que votre combat pour la transparence et l'accès à l'info pour les consommateurs, il est absolument dingue. Et voilà, je suis très admirative. J'ai aussi découvert pas mal de choses, notamment sur l'appli et ce que vous proposez en plus. Donc j'irai découvrir ça avec plaisir. Je vous invite tous à utiliser l'appli et à la découvrir si vous ne l'utilisez pas déjà. Et merci beaucoup aux participants d'avoir joué le jeu parce que vous avez posé beaucoup de questions et ça a rendu ce live très riche.
J'avais quelques dates à vous proposer. Omaïma va vous les diffuser. Et Julie, un grand et un énorme merci d'avoir participé. Eh ben, merci à vous pour l'invitation, merci à toutes les questions, tous les participants. C'était un plaisir d'être là avec vous ce matin. Oui, pardon, excusez-moi, je réponds aux questions, mais oui, vous aurez l'enregistrement, on va le diffuser sur YouTube et sur Facebook. Donc, on a tout gardé, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vous diffuse les prochaines dates demain à la même heure, même concept, bon, sauf que ça sera sur Zoom. Vous pourrez rencontrer Samuel qui va vous présenter l'initiative et le mouvement Coexister, qui est absolument génial aussi, qui permet de valoriser la diversité qu'on a en France, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, le pays d'où on vient, etc. Voilà, ils mènent avec leur collectif beaucoup d'actions partout en France pour valoriser et faire de cette diversité un levier pour la France. Et puis, je vous donne évidemment rendez-vous vendredi à 11h en Facebook Live sur le Facebook d'Enactus France pour assister à l'annonce des finalistes, puisque vous êtes tous en train de passer à la moulinette des demi-finales. On vous souhaite tous bon courage et bonne chance. Et puis, on a hâte de découvrir qui seront les finalistes de cette compétition. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été présents, d'avoir joué le jeu. C'était vraiment un plaisir. Et Julie, encore un grand merci. Merci et bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.